Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode d'Overtime, déjà le 5e de la saison, en ce jeudi 20 janvier. Très heureux de vous retrouver, il y a eu beaucoup d'actualités évidemment dans les 2 dernières semaines. On va parler, oui, des joueurs suisses, mais on ne peut pas passer sous le silence le nouveau DG du côté du Canadien de Montréal qui a été nommé en début de semaine et qui a rencontré la presse hier. On va aussi faire un petit tour là, de l'actualité de la NHL. Vous êtes déjà quelques-uns sur le chat à nous écrire. Il y a Cyril, il y a Anthony, il y a citation littéraire ou philosophique. Là, écris-moi encore ton nom, je l'ai oublié d'Overtime la dernière fois. Mes salutations, messieurs. Anthony, d'ailleurs, qui demande quelles sont les affiches NHL sur MySports ce week-end. Je te dis ça vite fait. Mon Anthony, il va y avoir Philadelphie contre Buffalo le 22 samedi à 19h qui sera en commentaire original anglophone. Également en commentaire original, il y aura Winnipeg-Boston le samedi à 21h. Également à 1h du matin, Ottawa face à Washington. Et le match qui sera commenté en français, ce sera un affrontement entre les Jets de Winnipeg et les Pingouins de Pittsburgh. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez nous poser vos questions dans le chat tout au long de l'émission. On va y répondre avec grand plaisir. Et je vous rappelle également que l'épisode de ce soir, si vous n'avez pas la chance de l'écouter en entier ou de le regarder en entier, va être disponible sur YouTube et sur nos plateformes d'écoute en ligne, Spotify, Apple Podcast et SoundCloud, soit ce soir, soit demain matin. Mais vous pourrez donc agrémenter vos trajets sur la route avec notre douce voix. Je dis notre parce que je ne suis pas tout seul, évidemment. Ce soir, j'ai à mes côtés pour Overtime NHL Steve Huard. Salut Steve! Bonjour, monsieur, on se connaît? Ça fait bizarre, Steve, de t'avoir dans cet environnement Overtime NHL parce que pour les habitués de McMatch, ton émission sur Twitch et sur YouTube, j'ai l'habitude d'y faire des apparitions pour parler de National League. Mais aujourd'hui, tu nous rends l'appareil et tu nous fais le plaisir donc d'être du côté d'Overtime NHL. Donc, je le rappelle, McMatch sur ta chaîne Twitch, sur YouTube, c'est 3 à 4 lives par semaine? Mardi, vendredi et dimanche après-midi. Vendredi soir, c'est des avant-matchs. On parle avec tout le monde, on parle de hockey, on s'amuse, on a du plaisir. On prend une petite bière tranquille, puis on jase de puck. Voilà, le rendez-vous est lancé. Il y a Ludovic, merci de nous avoir dit ton nom. Là. On prend ta question un peu plus tard dans l'émission. Steve, on va tout de suite attaquer avec les joueurs suisses. C'est l'habitude dans Overtime NHL. On commence par parler des performances des joueurs suisses. On a reçu des questions d'ailleurs, mais avant les questions, on ne peut pas passer sous le silence la décision de Gregory Hoffman de revenir en Suisse. Dans les 2 semaines là, entre nos 2 épisodes, évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je retourne en arrière. Il y a 2 semaines, on avait Stéphane Rochette et Laurent Antonioli qui nous annonçaient que Greg Hoffman était rentré au pays pour la naissance de sa petite fille qui se porte bien, qui est en santé. Et par la suite, quelques jours après, Gregory Hoffman, Steve, qui a décidé de rester en Suisse. Une décision qui en a fait sourciller quelques-uns au départ, mais quand même qu'on comprend parce que c'est des raisons familiales. D'ailleurs, je vous invite à lire la chronique de Stéphane Rochette sur nos médias sociaux qui mentionne que ça prend quand même du courage pour revenir en Suisse malgré le fait que tu as un contrat d'1 an en NHL. Ben, dans le cas de Greg Hoffman, la situation est relativement simple. Mieux vaut être heureux en Suisse que malheureux en NHL. Après, il faut être honnête avec les gens et il faut être honnête avec le public de hockey suisse. Sa décision aura des conséquences pour l'avenir de plusieurs joueurs suisses. Vas-y. Ben, c'est vraiment là la question. C'est un peu là-dessus que je veux t'amener. Mais avant, parce que Fabrice pose la question, comment s'est perçu aux États-Unis son retour en Suisse? Avant tout, Steve, je t'arrête. On va écouter une entrevue réalisée par notre collègue David Pietro-Nigro après le match de mardi. Donc, son premier à son retour à Zug. Il a marqué un but, obtenu une passe dans une victoire en tir au but. Et, David, le connaissant bien, a réussi à avoir une entrevue pour qu'il parle de son aventure NHL parce que il a un peu mis ça derrière, veut vraiment se concentrer maintenant sur Zug, a fait panoplie d'entrevues, mais nous, à Overtime NHL, évidemment, avec le temps, on était un peu coincés. Donc, on a décidé quand même de lui poser quelques questions. On va écouter, premièrement, son interview et on va réagir par la suite. Un mot pour Overtime NHL, le cheminement qui t'a mené à finalement décider de quitter la NHL? Oui, il y a beaucoup de facteurs, je les ai expliqués.
facteur familial. Bien sûr que ça ne fonctionnait pas tout comme je voulais. Et maintenant, c'est du passé, c'est derrière moi. Je suis heureux d'être en Suisse de nouveau. J'ai une petite fille qui est à la maison et je regarde l'avenir avec beaucoup de positif. Est-ce que tu crois que tu n'as pas vraiment eu ta chance en NHL aussi? Ça dépend. J'ai déjà dit plusieurs fois, ça dépend du rôle que tu te donnes. C'est clair qu'il y a de la concurrence, il faut l'accepter. Après, avec un certain âge, il y a des choses qui se passent et on analyse les choses peut-être un peu différemment. C'est clair que j'aurais voulu performer d'une meilleure façon et avoir plus de possibilités de me montrer aussi. Mais voilà, la NHL, il n'y a pas de cadeau. Il faut être prêt au bon moment et savoir être performant quand on t'appelle. Ce passage de quelques mois, il va t'apporter des choses maintenant dans la suite de ta carrière? Bien sûr, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des choses positives. C'est clair que si on regarde, j'ai pu jouer contre les meilleurs joueurs sur les petites patinoires. C'est clair que c'est tout un autre business encore. Et il y a eu des belles choses. Maintenant, c'est clair que ça a été plus court. Si vraiment tout me manquait, je serais resté. Donc il y a aussi des raisons que je suis rentré en Suisse et voilà. On a pu créer des belles choses avec Zug la saison dernière. On va essayer de continuer de s'améliorer avec nos rôles en tant que leader et puis aider les jeunes pour continuer à faire progresser l'organisation. Voilà pour les propos de Greg Hoffman. Là, je sais que Steve, tu n'avais pas le son dans tes écouteurs. Là, grosso modo, évidemment, il revient sur son choix qui était familial. Un rôle qui ne lui convenait pas nécessairement. Il était souvent employé sur un 4e trio. C'est dur de se faire valoir dans ces circonstances pour un joueur du style de Gregory Hoffman. Par contre, dans le positif... Attends. Par contre, dans le positif... Vas-y. C'est la différence fondamentale entre un homme et un enfant. Quand tu as 19, 20, 21 ans, 22 ans, et que tu vas jouer en Amérique du Nord, tu as des comportements de gars de cet âge-là. Gregory Hoffman, c'est un homme. Il a une femme, des enfants. Il est fort probablement déjà millionnaire grâce au hockey suisse. Tes attentes ne sont pas les mêmes. Et surtout, les attentes que Gregory Hoffman peut avoir face à lui-même. C'est un joueur qui fait la différence dans le championnat suisse depuis plusieurs années. Jouer sa 4e ligne, lui, il n'a pas connu ça depuis ses années à Davos, ou même à Embry, je pense. Une décision familiale 100% d'accord avec ce qu'il a choisi de faire, Joe. Il n'y a pas de problème avec ça. Et je ne crois pas non plus que Gregory Hoffman doit être le porte-étendard du hockey suisse. Mais soyons 100% honnêtes, ça aura de l'influence sur des Simon Knack, sur des Théo Rochette, sur des Lorenzo Canonica, sur cette génération de joueurs-là qui devront vivre avec les conséquences que si vous venez me chercher à 28, 29 ans, vous êtes mieux de me faire jouer ces 2 premières lignes. Mais Steve, est-ce que ça revient à la beauté du hockey suisse parce que c'est une ligue compétitive, c'est une ligue où tu peux gagner beaucoup d'argent, c'est une ligue où la qualité de vie, la qualité familiale est supérieure à ce qu'on peut avoir en NHL. Soyons francs, là, je veux dire, les déplacements, le plus loin que tu peux aller, c'est à Davos. Il y a quelques équipes qui y dorment, sinon tu dors à la maison tous les soirs. Moi, j'ai un défenseur québécois qui a joué à Zurich là, pendant quelques années, qui me disait à son retour en Amérique du Nord qu'il a repris goût à jouer au hockey en Suisse. Je pense que ça va être normal qu'à un moment, quand tu joues en République tchèque à 25 ans, tu reçois un appel d'une équipe de la Ligue nationale, tu y penses, OK, c'est peut-être pas le rôle que j'ai en République tchèque, mais je vais l'essayer. Par contre, en Suisse, quand tu as un niveau et une place faite comme Gregory Hoffman, est-ce que ça vaut tant le coup de traverser pour, disons-le, pourrir sur le 4e trio? Parce que des chances, il y en a eu, mais la mèche était courte. Là. Je veux dire, regarde, rapidement, il était enlevé des premiers blocs. Elvis Merzlikins, qui a joué avec Gregory Hoffman à Lugano,
est sorti dans les médias, je crois, de Columbus, pour dire « J'ai rarement vu quelqu'un abandonner si vite. » Moi, je dirais ceci. Gregory Hoffman, c'est pas Kiprisov Au Minnesota. au Minnesota. C'est pas la même situation. Gregory Hoffman, j'imagine qu'en tant que joueur de hockey et en tant qu'adulte, a déjà défini dans sa vie ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut pas. Et je parle pas juste du joueur de hockey, mais de la personne. Tu sais, les valeurs fondamentales qui te définissent en tant que personne. Gregory Hoffman n'a plus rien à prouver à personne depuis plusieurs années déjà en Suisse et arriver à être traité comme un joueur de deuxième zone en Amérique du Nord, c'est pas facile. Gregory Hoffman, s'il aurait dû réussir en NHL, c'est il y a 5 ou 6 ou 7 ans, selon moi. Et en aucun cas, est-ce que j'enlève de la valeur? Déjà, jouer un match en NHL, c'est un exploit dans la Oui, vie. c'est quelque chose, oui, tout à fait. OK? Gregory Hoffman, s'il aurait été stagé, comme on dit, mis dans une situation pour réussir, aurait très bien pu réussir en NHL. Parce que il y a toutes les qualités, le size, le speed, le gabarit, la vitesse, le tir, ça aurait pu devenir un très bon spécialiste d'NHL. Soyons honnêtes, il y a un prix à payer et devant lui existaient des joueurs avec des contrats de 4, 5, 6 millions par année. Un coach ne va pas se mettre ces gars-là à dos pour sauver, pour Gregory Hoffman qui fait quoi, 2, 2,1, 1,6 par année? Je vais dans le chat vite fait, mon Steve, parce que je partage totalement ton avis, mais le chat aussi. Il y a Ludovic qui dit concernant Greg Hoffman, je comprends totalement son choix. Pour bien jouer, il faut être épanoui dans sa famille. Pour un professionnel de ce sport, le facteur hockey est important, mais celui de la famille est capital. Un choix, on ne peut plus respectable. Difficile d'être un rookie à 29 ans. Ça rejoint exactement ce que tu disais. Il y a Fabrice aussi qui dit s'il était français ou italien, il ne serait pas revenu. C'est surtout que le niveau financier de notre championnat est élevé. Exactement, ça revient à tant mieux pour la Suisse d'avoir un championnat si attrayant. Non, pas brailler parce que Gregory Hoffman fait de l'argent en Suisse. Ça, c'est peut-être une des raisons aussi, parce qu'on s'entend que les playoffs pour Columbus, on oublie ça. Là. Alors que quand il regardait ici à Zug, il parlait à ses anciens coéquipiers. L'équipe est deuxième au classement. S'en va vraisemblablement vers une défense de titre. Du moins, les playoffs sont dans la mire et c'est presque assuré. En voyant Zug avec Hoffman dans le line-up. Je préfère avoir Hoffman dans le line-up qu'un cinquième étranger. Personnellement, là, Hoffman, c'est dur d'avoir son niveau. Il est meilleur que Klingberg, ça c'est certain. Voilà. Donc, et il rend Kovar meilleur, et il rend Simeon meilleur, et il rend etc. Et moi, j'ai une dernière question par rapport à Hoffman. Parce que dans sa réponse sur ce que le positif qu'il en retient, la toute dernière réponse qu'il nous a dit dans l'entrevue, il parle quand même qu'il a joué sur des petites patinoires avec les meilleurs joueurs au monde. Il y a les JO qui arrivent. Il est sélectionné par Patrick Fischer pour faire partie de l'équipe de Suisse. J'espère. Il n'y avait pas vraiment le choix, mais mine de rien, les JO se jouent sur une patinoire dimension NHL et pas dimension internationale. Du coup, c'est pas 24 matchs d'expérience mis à la poubelle. Ça pourrait grandement aider l'équipe de Suisse parce que ton meilleur attaquant reste Gregory Hoffman. Et il a l'expérience des petites patinoires. Après, ça dépendra toujours du rôle que Patrick Fischer décidera de lui donner. On sait que dans le passé, on a déjà vu des matchs où la Suisse perdait par un but et que Gregory Hoffman avait 2 mains sur son bâton en attendant son tour. On sait que Patrick Fischer l'a mis souvent sur un 4e bloc. On sait, regarde, il y a 1000 si et peut-être, mais effectivement, avoir joué à ce niveau-là sur des petites patinoires dans la ligue la plus compétitive, on peut même pas argumenter que la NHL est la meilleure ligue au monde. Mais non seulement c'est la meilleure, mais c'est la plus compétitive. Gagner des matchs en NHL, c'est pas facile. Chaque soir est un nouveau défi. C'est sûr qu'il revient un meilleur joueur de son expérience. Là. C'est clair, net et précis.
Moi, j'imagine pas, et puis si c'est mon avis personnel, j'imagine pas Patrick Fischer l'utiliser sur un 4e bloc. Là. Pour moi, ce serait ridicule. Tu parles d'un champion de National League, tu parles d'un joueur qui en 100 matchs avec Zug a plus de 100 points, a plus d'1 point par match. C'est mon avis, là, mais moi, avoir un Hoffman... Joe est en Suisse depuis 4 ans. Soyez indulgents avec lui. Ne lui en voulez pas de ce qu'il dit présentement. Je crois que tous ceux qui suivent l'équipe suisse depuis quelques années pourront souligner qu'on a déjà vu Gregory Hoffman manger son bâton au bout du banc pendant que certains autres joueurs qui ont la moitié de son talent avaient accès à énormément de temps de glace. Je suis d'accord, mais après, je l'imagine quand même mal. Bref, voilà pour le cas Hoffman. Je pense que c'était obligatoire qu'on en parle quand même, Steve. Là, Santé, messieurs. Et pour les mecs matcheux qui nous écoutent, j'aimerais souligner à tout le monde que ce soir, spécial MySports, Virgin Jack and Coke. Donc, tu bois du coca. C'est ce qu'on comprend. Santé, mon Steve. Merci beaucoup d'être à l'émission. On va poursuivre maintenant parce qu'on a reçu quelques questions avant l'émission, donc sur notre post qu'on a mis ce matin. Il y a Jonathan Camponovo qui nous a demandé 3 questions par rapport à des joueurs suisses. Donc, on va faire le tour et ensuite, on ira vers l'actualité, si vous nous le permettez, évidemment. Sa première question, Steve. Bilan du premier mois en NHL de Yannis Moser. Moser, que moi-même, j'ai été le premier surpris à ce qu'il joue en NHL cette saison. Je le voyais se développer en AHL, apprendre vraiment les rouages du hockey nord-américain là-bas. Finalement, les blessures ont joué en sa faveur. Jacob Chychrun, qui est le premier défenseur gauche du côté de l'Arizona, est blessé depuis un petit moment. Et donc, Yannis Moser a joué 11 matchs. 5 points, 3 buts, 2 mentions d'aide. Il obtient beaucoup de temps de glace, la confiance de son entraîneur André Tourini. Comment tu évalues ça, Steve? Et moi, j'ai une deuxième question à ça. Est-ce que ce serait préférable pour Yannis Moser de se développer en AHL et d'essayer d'avoir une culture gagnante, de prendre son temps, ou de se développer dans une culture perdante en NHL? Premièrement, je ne suis pas sûr que les Roadrunners de Tucson aient une culture gagnante. Au golf, ils sont très forts. Deuxièmement, moi, j'ai regardé les 3 derniers matchs de Yannick Moser. Chacun de ses chiffres, en tout cas. Et il y a une petite tristesse dans mon cœur, Joe. Et je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je suis surpris. Et sincèrement, là, moi, je l'avoue, j'étais pas de ceux qui croyaient qu'Yannis Moser pourrait faire le saut direct en NHL sans passer au moins 1 an en AHL. Après, Dieu chance, merci, il est tombé. C'est un peu comme Pius Suter l'année dernière. Dans la bonne organisation, dans le truc qui va le plus mal possible, deuxième plus mal possible, mais on parlera du plus mal possible tantôt. J'ai eu une petite tristesse, un petit pincement au cœur. C'est donc dommage qu'il ne puisse pas vivre ce qu'il vit présentement dans un vrai marché de hockey. Tu sais, qu'il ne puisse pas vivre ça à Boston ou à Montréal ou à Toronto ou dans n'importe quelle équipe canadienne ou dans des gros marchés américains. Yannis Moser, aussi bien joue-t-il, et il joue du très bon hockey depuis. Surtout, les quelques premiers matchs ont été plus complexes, mais depuis 2-3 matchs, il a énormément simplifié son jeu, donne son puck beaucoup plus rapidement, joue rapidement, etc. Puis ça, c'est beau à voir, mais c'est donc dommage que ça soit en Arizona. Oui, parce que honnêtement, puis je regardais la télédiffusion du match entre Montréal et l'Arizona en live parce que c'était un match en après-midi du côté des États-Unis. Et Yannis Moser est très peu connu. Évidemment, c'est une recrue. JJ Moser. Mais c'est quand même dommage parce que c'est vrai qu'il ne grandit pas dans un environnement où justement... pas s'épanouir, parce que je pense que déjà de jouer en NHL, c'est pour lui un accomplissement. Et je pense qu'il est tombé sur un club qui avait beaucoup d'espoir en lui. La preuve, c'est qu'à 20 ans, ils l'ont repêché en 2e ronde, alors qu'habituellement, les joueurs de 20 ans, c'est 5, 6e ronde, 7e ronde. Donc, il voulait quand même miser. Et c'est pas juste qu'il était sur
qui a été repêché en deuxième ronde. Les Coyotes de l'Arizona, sur ce draft-là, n'avaient pas de choix de première ronde. C'était le premier choix des Coyotes. Eux avaient dans leur mire Yannis Moser. Et moi aussi, j'ai trouvé qu'il avait joué un bon match contre le Canadien. Honnêtement, c'est rare que je vois jouer les Coyotes. C'est rare que je m'inflige de voir jouer les Coyotes. Déjà que je me suis infligé quelques matchs du Canadien, là, honnêtement, du hockey somnifère, là, ces deux équipes-là sont très bonnes là-dedans. Moi, je m'inflige les Coyotes. Je m'inflige d'autres équipes avec des joueurs suisses. Mais c'est triste, Joe. Tu sais, jouer en NHL, c'est supposé être la plus belle chose qui t'arrive dans ta vie de joueur. T'es dans le show. Puis ce gars-là, là, regardez juste les estrades. Il y avait 4 pelus, il s'est vendu plus d'hot dogs que de monde qu'il y avait dans les estrades ce soir-là. Et c'est le Canadien de Montréal qui est en ville en plus. D'habitude, le Canadien de Montréal, quand il joue dans le sud des États-Unis ou dans l'ouest des États-Unis, c'est Salcombe ou presque. Partout, sauf en Arizona. Mais il y a une question intéressante d'Anthony qui demande est-ce que Moser aurait eu la même chance de jouer dans un autre marché? Parce que tu nommais Boston. À Montréal, cette année, oui. À Montréal, oui. Ils sont allés le faire jouer, c'est le gars qui passe le balai. Chris, non, pas de farce. À Montréal, il aurait eu la même chance. Et même dans les mauvaises soirées, il aurait joué devant 20 000 personnes. On parlerait de lui à tous les jours à Montréal présentement parce qu'on dirait The Great Swiss Hope. Il y aurait des reportages sur la Suisse. Il y aurait des journalistes de Montréal qui seraient venus à Bienne, à Safrenne. Cyril Pache fait la première page du Journal de Montréal. La même chose pour nos amis du Journal du Jura, etc. Vous vous rendez pas compte de la différence de marché. Yannis Moser signe à Montréal. Il aurait fait la première page du Journal de Montréal à peu près 4 fois depuis qu'il est arrivé. Ouais. Mais Fabrice soulève un bon point. À Montréal, Moser aurait plus de pression. C'est vrai que pour se développer en Arizona, parce que, je veux dire, sa carrière est jeune. Là. Il a un contrat de 3 ans avec les Coyotes. Rien n'empêche qu'éventuellement, il joue dans un marché plus gros. Mais pour le développement, là, en ce moment, il y a des minutes de qualité. Il y a quand même des coachs, parce que mine de rien, si on retrace les entraîneurs des Coyotes, c'est André Tourigny qui est là-bas. Mario Duhamel aussi, je crois. Pour ceux qui ne les connaissent pas, là, ce sont 2 entraîneurs de juniors. Premièrement, Bear Tourigny. André l'ours Tourigny, c'est son surnom. Et c'est un formateur hors pair. Oui, et c'est pour ça que c'est peut-être une bonne chose qu'il soit sous ses ordres. Même chose pour Mario Duhamel. Donc, je vois... Il y a peut-être du positif aussi de commencer sa carrière là-bas. Il y a Ludovic dans le chat qui dit bon, évidemment, peut-être que si Yannis Moser jouait dans une équipe de plus gros calibre de NHL, il aurait par effet domino beaucoup moins de temps de jeu, évidemment. Mais pensez-vous que Moser va faire une carrière à la Romagnosi? Personnellement, j'en doute. Moi, j'aime pas cette comparaison-là. Non. Je déteste cette comparaison-là. S'il vous plaît. Romagnosi a gagné un trophée Norris. Romagnosi fait partie des 10 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Ne faites pas cette erreur-là de comparer Yossi à Moser. Gâtez-vous, donnez-vous ce cadeau-là à vous-même, fan d'hockey. Laissez Yannis Moser devenir Yannis Moser ou JJ Moser. Ne le comparez pas à Romagnosi. Romagnosi, même au niveau du gabarit, c'est 2 gabarits différents. Romagnosi, c'est un défenseur dominant dans cette ligue-là. Yannis Moser, là, il n'est pas juste loin de ça. Romagnosi, et là, je vais donner un exemple aux gens que peut-être que je m'excuse de t'interrompre, Joe, mais... Non, vas-y. Chaque équipe, avant un match, il y a le board. Donc, un tableau blanc dans le vestiaire des joueurs à surveiller de l'autre équipe, du line-up, avec les joueurs à surveiller. Je vous garantis à 127 % qu'il n'y a pas une équipe qui joue contre Nashville, qui n'a pas le 59 d'entouré, avec 3 croix. Laissez-les pas patiner avec le puck, s'il vous plaît. Ouais.
Il n'y a personne qui fait ça pour Yannis Moser. Il n'est pas rendu là dans sa carrière. Tu sais, le monde s'excite pour Yannis Moser et toi et moi, on s'excitait pour Cole Caulfield l'année dernière. Je pense que je m'excitais plus que toi, Steve. Oui, tu t'excitais pas mal plus que moi. Non, mais je disais qu'il fallait lui laisser le temps. faisons un parallèle. Cole Caulfield est arrivé en playoff à Montréal l'année dernière. Il a connu des playoffs incroyables. Cette année, à chaque fois qu'il touche au puck, il tombe sur le cul. Pourquoi? Parce que c'est la NHL. Les équipes s'adaptent. Les équipes comprennent ce qu'on doit faire. C'est pas la ligue du foin puis de la vache tachetée du vendredi soir. Là. La journée où Yannis Moser va devenir dominant, les 31 autres équipes de NHL vont avoir un plan de match contre lui. Et c'est là où Roman Josi s'est adapté et que les autres équipes n'ont pas été capables de le bloquer parce qu'il s'en va encore vers une saison de Norris. Ouais. Ça montre tout son talent. C'est ça, mais on ne va pas mettre ce poids-là sur le dos d'un kid sur JJ. On va pas faire ça à JJ, Joe! Mais même, il y a Fabrice qui dit Moser est plus proche de Yannick Weber que de Roman Josi. J'aime pas le jeu des comparaisons personnellement parce que autant j'ai vu Yannick Weber jouer, autant là j'ai vu Yannis Moser. J'ai quand même porté beaucoup attention à sa game, surtout contre le Canadien. J'aime pas le jeu des comparaisons. Tu le dis très bien, laissez Yannis Moser devenir Yannis Moser, puis on verra son plafond est où. Parce que c'est une belle histoire, Yannick Moser. Je veux dire, il a gravi les échelons, rentré rapidement en National League, a fait sa place et la saison dernière était dominant ici dans notre championnat. Mais il est encore en apprentissage, donc laissez-lui quand même le temps. Est-ce qu'on peut apprécier ce qui se passe pour lui? Accepter l'environnement dans lequel il est aussi parce qu'il joue pour une des pires équipes de la Ligue et qu'André Tourigny lui offre l'opportunité de faire des erreurs aussi. Ouais. Parce que ça, c'est un luxe dans la NHL. On n'a tellement pas de profondeur que tant que tu fasses tes erreurs en AHL, viens avec nous en NHL, on va te laisser faire tes erreurs ici. Ça, c'est un luxe que très peu d'équipes peuvent se permettre d'avoir. Très peu d'équipes, mais tu vois, ça revient à ce que tu disais des gros marchés. Pour l'instant, dans un gros marché, il n'y aurait pas ce luxe-là, alors qu'en Arizona, ça aide peut-être. Parce qu'il y a ce luxe-là avec un entraîneur qui comprend comment le développer aussi, puis qui doit avoir une vision pour son JJ. Pour les Suisses qui écoutent et qui ne savent pas c'est qui André Tourigny, André Baird Tourigny, c'est aussi le gars qui a développé Marco Rossi. Quand Marco Rossi est parti de la Zurich pour aller en Amérique du Nord, il s'est retrouvé à Ottawa. Son coach, c'était André Tourigny. Et il a appris à Marco Rossi de jouer la game de haut en bas. Avant que Marco Rossi parte pour Ottawa, il n'était même pas considéré comme un top 100. André Tourigny a fait un travail incroyable avec lui pour qu'il sorte au 12e, je crois, à Minnesota. Et déjà, il était classé beaucoup plus haut. Hein? Oui, parce que le monde a peur de son gabarit. Oui. Ça, c'est un autre point dans le junior. Cette question-là se pose un peu moins. Et je te dirais même que JJ Moser pourrait prendre 5-6 kilos. Personne ne s'en plaindrait. Non. Et probablement que c'est là-dessus qu'on va travailler cet été parce que, mine de rien, les joueurs sont suivis par des préparateurs physiques. En saison régulière, impossible pour un joueur de prendre 5-6 kilos. Tu joues et tu t'entraînes tellement rapidement que la masse musculaire, tu ne peux pas en gagner pendant la saison, Steve, c'est impossible. Par contre, l'été, des fois, il y a des petits miracles. Hein, des fois, il y a du 10-15 livres qui se prend. Au hockey. Mais les gars prennent 7 kilos de muscles en 3 mois, mais c'est à cause de leur shake au beurre de peanut. Non, mais Steve, par contre, 2 à 3 kilos pour un gars avec le physique, la grandeur de Yannis Moser,
ce serait raisonnable. Et déjà, il y aurait un petit peu plus de poids. Puis s'il continue à grandir comme ça, c'est parfait. Il y a Anthony qui dit, sauf Phil Kessel. Ouais, lui, c'est pas du muscle qu'il prend par contre. Phil Kessel... Phil Kessel, lui, c'est des shakes au hot dog. Voilà. Phil Kessel, son surnom, c'est Big Sexy. Mais après, si tu es capable de mettre des buts comme Phil Kessel, il n'y a personne qui va te demander qu'est-ce que tu fais l'été. Mais pour vrai, et je vous invite à aller l'écouter si vous en avez la chance, La Poche Bleue a reçu Anthony Roussel, je crois, la semaine passée ou l'autre. Et il parle justement de Phil Kessel. C'est magnifique. C'est hyper intéressant. Ce gars-là est dans un monde complètement à part. C'est un naturel, il faut le dire. C'est un shooter incroyable. Il a tellement de talent. Il a tellement de talent. Ça compense pour tout le reste. Mais il prend des bonbons, des Sour Patch. C'est des bonbons, je ne sais pas si ici ça existe, là, mais en Amérique du Nord, on a ça. Sour Patch, c'est des bonbons sûrs. C'est des bonbons sûrs. Et c'est une marque très connue en Amérique du Nord, les Sour Patch. Et à chaque fois qu'il prend l'avion, il y a ses sacs de Sour Patch et il mange des bonbons comme ça. C'est vraiment à l'antipode de ce qui se fait en NHL aujourd'hui. Mais c'est la beauté de Phil Kessel. Il y a Quentin qui dit qu'il joue pour une des pires équipes de la Ligue en parlant de Moser. Est-ce qu'il joue au Canadien? Non, il joue pour moins pire que le Canadien. Son équipe a quand même signé 10 victoires cette saison. Le Canadien est la seule qui n'a pas 10 victoires cette saison. Je pense que ça va venir sur le sujet. Ça va venir, Steve. Bon, on a quand même parlé de Roman Josi et on va faire un parallèle avec le match des étoiles, le All-Star Game, parce que je reviens aux questions qu'on a reçues de Jonathan, d'ailleurs qu'on remercie le Jonathan et Kevin Buffard qui nous ont envoyé leurs questions d'avance. Je ne sais pas s'ils sont présents sur le chat, mais au moins ils nous ont fait part de leurs questions. Et nous verrons en rediff. Et voilà, sur en YouTube, rediffusion. YouTube demain. Exactement. Il nous demandait, Roman Josi n'ira pas au All-Star Game. Est-ce qu'on peut vraiment encore parler d'une All-Star Game? Absolument pas. Absolument pas. Et Steve, là, je prends... Vas-y, je te donne 2 minutes, vide-toi le cœur, mon Joe. La All-Star Game, c'est une façon pour la NHL de faire des revenus supplémentaires pour absolument aucune raison. Je vais être franc avec vous. Moi, j'aime beaucoup, par contre, la compétition des habiletés le samedi parce que tu as accès aux joueurs d'une façon différente. Ils parlent tous entre eux. L'ambiance est bonne. Tu peux voir le tir le plus puissant. Tu peux voir les 4 cibles. La soirée du samedi soir est incroyable. Était incroyable. Moi, je garderais ça là. Point final. Le match ne sert à rien. Le match ne sert absolument à rien. Pourquoi? Ça fait des années qu'on essaie différents formats. Là, on est au 3 contre 3. Le match des étoiles, c'est pas compliqué. On veut avoir un représentant par équipe parce qu'on ne veut pas cracher, par exemple, le Canadien de Montréal, est-ce qu'il aurait mérité d'avoir un représentant cette année, oui ou non? Pas du tout. Mais Nick Suzuki va y aller. C'est une question que tu me poses ou c'est quelque chose que tu as besoin de te satisfaire en disant non? Écoute, non, mais je pense que poser la question, c'est y répondre. Il n'y a pas sa place là. Roman Josi n'y est pas, par exemple. Mais la Ligue nationale veut un représentant par équipe. Pourquoi? Pour les droits télévision. Parce qu'on ne peut pas se passer des revenus que le Québec crée avec les droits télé du All-Star Game. Joe, laisse-moi mettre une parenthèse. Vas-y. C'est plus large que ça. Le All-Star Game est créé à la base pour la satisfaction des sponsors et surtout des sponsors locaux. Donc, des sponsors locaux comme Montréal, Ford, etc., Molson. veulent pouvoir prendre une photo avec Nick Suzuki. La même chose sur d'autres équipes, mais on a dû élire Nazem Kadri, le nombre de joueurs, Roman Josi n'est pas là. Moi, j'adore le concours d'habileté. C'est un super spectacle et c'est vendeur pour le hockey. Mais le match en tant que tel, c'est horrible. C'est comme le Pro Bowl au football américain. Personne ne va se faire mal au Pro Bowl. Là. Non. C'est un sport de contact. Il n'y a personne qui va se faire mal un dimanche après-midi de février quand les Olympiques s'en viennent puis on a des games à jouer, les playoffs, etc.
Et Steve, tu parlais du Pro Bowl. Le Pro Bowl, c'est le All-Star Game de la NFL, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le football américain. Eux, ils font entre le Super Bowl et les demi-finales. Donc, les joueurs qui n'ont pas joué depuis des semaines, qui n'ont pas participé aux playoffs, par exemple, jouent le Pro Bowl, ça fait 3 semaines qu'ils sont en congé. Mais c'est plus du touch football que du vrai football. Oui, mais c'est ridicule comme compétition et la NHL s'y rapproche. Faut être honnête. Tant qu'ils n'adopteront pas un système comme la MLB, je vois ta casquette d'ailleurs des Tigers de Détroit. Il y en a une coupe en arrière de moi aussi. Oui, on voit ça là, dans ton fond. Et tant qu'on n'adoptera pas le système de la MLB, donc du baseball majeur, qui est de donner une importance au match des étoiles, l'équipe qui gagne a l'avantage du terrain lors de la finale, parce que c'est l'américaine contre la nationale, donc les deux conférences qui s'affrontent. Tant que la NHL ne dira pas c'est l'association de l'Est contre l'association de l'Ouest, le gagnant a l'avantage de la patinoire en finale de la Coupe Stanley. Ça veut quand même dire que tes 2 premiers matchs sont à la maison. Ça veut quand même dire que s'il y a un match numéro 7, tu es à la maison. Il y aurait de l'enjeu. Et là, on aurait un vrai spectacle. Les gardiens de but voudraient faire des arrêts. Les joueurs voudraient jouer pour vrai, tout en se blessant pas. Surtout quand tu as les 3 meilleurs coachs de chaque division. Oui, parce qu'en plus, il invite presque les 3 entraîneurs des meilleures équipes qui, eux, rêvent à la finale de la Coupe Stanley, mettraient un peu de pression sur les joueurs. Là, on aurait peut-être un spectacle digne de ce nom. Mais moi, le All-Star Game, et la preuve est faite, Roman Josi n'y est pas. J'ai commenté le match la semaine dernière, Boston contre Nashville. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, encore une fois, Roman Josi était un des seuls en première période qui créait quelque chose pour Nashville. En deuxième période, finalement marque en troisième période. Ce gars-là est partout sur la patinoire. C'est un vrai All-Star. C'est la définition même d'un All-Star, Roman Josi, pour la NHL. Et il s'y retrouve pas. Un joueur de franchise. C'est un joueur de franchise. Et il ne s'y retrouve pas. C'est ridicule pour moi et ça enlève toute crédibilité à cette compétition, malheureusement. Donc, pour revenir à la question de Jonathan, je pense, Steve, tu es un peu du même avis. Non, on ne peut plus appeler ça une All-Star Game. C'est un coup de promo. C'est pour faire des revenus. Je serais curieux de savoir ce que les gens dans le chat qui nous écoutent présentement, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? Parce que quand on est petit et qu'on a 10, 12 ans, on regarde le match des étoiles, on voit les étoiles, on rêve parce qu'on est des enfants. Maintenant, on vieillit, on est des adultes, on comprend l'aspect commercial en arrière de tout ça. Je serais extrêmement curieux de voir ce que les gens dans le chat en pensent. Est-ce que c'est ça que vous vous attendez de la NHL? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Quand vous regardez un match, tout le monde est d'accord pour dire que la soirée du samedi soir, où c'est les skills puis les meilleurs joueurs qui font les choses meilleures. Puis cette année, il va encore avoir 2, 3 filles qui vont venir, etc. Puis c'est de la bonne promo, mais est-ce que c'est ça que vous voulez voir de la NHL, la meilleure ligue au monde? Les meilleurs joueurs qui se font des passes, qui n'ont pas un body check, qui n'a pas... il se passe rien. C'est du hockey bago-bago de la ligue du vendredi soir à Lausanne. Est-ce que c'est ça que vous souhaitez de la meilleure ligue au monde? Je serais curieux de savoir ce que les gens en pensent. Écoute, tu as invité les gens à participer. Anthony dit le Skills Games, c'est génial. Les matchs, c'est bof. Cyril qui dit « J'aimais bien quand c'était l'Ouest contre l'Est à 5 contre 5, mais maintenant, ça ne veut plus rien dire. » Jean-Philippe qui dit « Les habilités, oui, mais le match, tout le monde s'en fout. » Il y a Fabrice qui dit « En Suisse, on avait essayé. Ça a duré 2 ans. Après, plus rien. » Donc voilà, je pense qu'on en est venu ici au constat que ça veut rien dire. La KHL imite la NHL avec exactement les mêmes compétitions. Et moi, je suis pas un grand fan du match des étoiles. Du concours d'habilité à 100%, je mettrais que ça. C'est pas compliqué. C'est un super divertissement. Oui. Aller voir un film Marvel où c'est que t'as Iron Man qui garoche des trucs, fantastique. Aller voir un match, aller voir le derby des étoiles où ils font leurs skills et tout, fantastique. C'est beau à regarder. Et quand tu invites des personnalités, je retourne un peu en arrière pour ceux qui ont vu les Skills Games, là.
Alex Ovechkin à Montréal avec son petit chapeau, ses lunettes de soleil, ses 2 cannes, qui va marquer, qui donne vraiment le spectacle. Piqué Souban en Caroline, qui avait échangé son maillot avec le représentant de la Caroline pour se faire applaudir. Quand tu amènes des personnalités comme ça te donne droit d'admirer ce qu'ils sont comme joueurs, mais ce qu'ils sont comme personnes aussi, d'avoir l'impression d'avoir accès à des joueurs qui, normalement, on n'a pas accès ou qui sortent la cassette en entrevue, qui vont de commentaires bateaux, qui ne veulent absolument rien dire, mais que c'est tout ce qu'on a accès. Maintenant, les réseaux sociaux donnent cette proximité, mais de les voir sur une patinoire devant la foule et donner le spectacle qu'ils ne peuvent pas faire en match, ça, c'est l'essence même de la Star Game. Mais le match en tant que tel... C'est le problème fondamental du hockey. Les meilleurs joueurs ne jouent pas pour les meilleures équipes. Le hockey reste fondamentalement un sport d'équipe. 1 ou 2 joueurs ne font pas la différence sur les résultats d'une équipe. Allez voir ce qui s'est passé cette semaine à Edmonton. Autant le talent est important, autant au hockey, il faut savoir faire la différence entre le talent et le spectacle et la victoire. Les bonnes équipes n'ont pas forcément les meilleurs joueurs, malheureusement. Non. Il y a Fabrice qui dit « Mais est-ce que les joueurs aiment le All-Star Game? Car ça doit être plaisant pour eux de rigoler sans réelle compétition et se rencontrer. » Ben oui. Oui et non, Steve, parce que combien de fois tu vois des joueurs là, qui on a des petits mots de tête, protocole, commotion cérébrale pour essayer d'éviter. C'est parce que l'équipe a décidé d'aller passer 2 semaines à Cancun. Ou la famille. Ou la famille d'aller passer 2 semaines au Caïman. Et Ovechkin l'a fait, je pense que Crosby l'avait fait aussi, Carey Price, ce qu'il faut comprendre aussi. Puis le meilleur exemple sera le Canadien de Montréal cette année. Le Canadien de Montréal a eu plusieurs matchs reportés. Là, va jouer un mois de février hyper occupé, un mois de mars hyper occupé. Et là, au lieu d'avoir un congé de quoi, à peu près c'est 4-5 jours d'allouer de congé aux joueurs, où est-ce que justement, tu n'as pas d'entraînement, c'est vraiment pause, mais complète là, des équipes. Les joueurs partent en voyage. Là, c'est sûr qu'avec le COVID, ça va être un peu plus compliqué, surtout pour les équipes canadiennes. Mais quand même, tu passes du temps en famille, tu mets vraiment la switch off là, qu'on appelle au Québec là-dessus. Tu éteins tout, on recommence dans 5 jours. Ben là, tu vas aller en voyage. Oui, tu amènes ta famille, mais tu as quand même des compétitions. Tu as quand même justement un spectacle à donner. Oui, les joueurs aiment ça, mais de plus en plus, les joueurs déclinent, ce qui pour moi est un signe que faudrait peut-être repenser un peu le truc. Je pense plus que le souci est, selon mon humble opinion, Joe, le problème, c'est pas la soirée du samedi. Non. Mais tant aussi longtemps qu'on ne trouvera pas une valeur à la journée du dimanche, ça donne rien de le faire. Steve, il y a Anthony dans le chat qui dit 5 jours de vacances à Edmonton à moins 40. Ça doit être top. Autant aller au All-Star. Je te confirme qu'il ne reste pas à Edmonton, Draisaitl puis McDavid s'ils ne sont pas au All-Star. Mais moi, les gars, j'ai jamais vu un joueur d'Edmonton décliner une invitation pour aller à la All-Star Game, à moins que ce soit à Edmonton. Mais sinon, dès que c'est au sud des États-Unis ou dès que c'est aux États-Unis ou qu'on n'y va pas, on va en vacances où il fait chaud. Donc voilà, c'est le petit intermède. J'ai perdu le seconde. Oh, on t'entend un écho là. Je sais pas si tu nous entends, Steve. Est-ce que tu peux parler? Non, on ne t'entend plus. Oui, je t'entends. Ah, t'es revenu avec un peu de délai. Je t'entends très bien. Je suis revenu. Ah voilà, on t'a retrouvé. T'as pris une petite pause syndicale, mon Steve. Donc, ou plutôt ton setup a pris une petite pause syndicale. Maintenant, on va parler d'un joueur qui a retenu l'attention. J'ai eu la chance de mettre ça sur les réseaux sociaux en début de semaine. C'est une vidéo qui a été vue et likée et commentée à de nombreuses reprises sur nos médias sociaux. Timo Meier, 5 buts dans le match Si on a Kiki à Fribourg, est-ce qu'on a Titi à San Jose? Ben, je pense que ça va être ça son surnom, là, Titi. Je pense que tout le monde l'aime à San Jose. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que c'est le premier joueur des Sharks à réaliser l'exploit de marquer 5 buts dans un match.
Et là, tu parles des Sharks de San Jose. Là. Les Sharks de San Jose, c'est Joe Thornton. Évidemment, réputé pour plus ses passes que l'aspect passeur que marqueur. C'est Patrick Marleau, c'est Joe Pavelski, c'est Brent Burns, c'est Eric Carlson. Des joueurs, bon, c'est sûr que ça, c'est 2 défenseurs. Là, c'est rare que tu vois des défenseurs marquer 5 buts. Mais des joueurs offensifs à talent, à caractère offensif, des superstars de la Ligue, il y en a eu à San Jose. Le premier à réaliser cet exploit, c'est Timo Meier. Steve, il connaît une saison juste exceptionnelle. Et c'est pour ça que Jonathan voulait qu'on y aille de nos quelques réflexions sur la saison de Timo Meier. Timo Meier reste qu'il est en train de se faire un solide nom du côté de la NHL. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute avec la saison qu'il connaît. C'est un jeune vétéran maintenant. Ouais, 25 ans, je crois. Là. C'est un jeune vétéran. Je vais sortir mes notes. Attends un peu, parce que j'ai pris des notes. Faire semblant que je connaissais ça, bien sûr. Premièrement, mettons une chose au clair. Il y a des raisons pourquoi Timo Meier est Timo Meier. C'est un gars qui a toujours marqué des buts. Tu sais, il marque des buts, ce gars-là. Arrêtez de vous poser des questions, là. Cette année, il y a 45 points, 20 buts, 25 assists. 20 buts en NHL, là. La caméra 1, elle est là. 20 buts en NHL, là, c'est vraiment pas facile. Hey, marquer 20 buts en NHL, là, c'est un exploit en soi. C'est pas quelque chose que n'importe qui fait. Et lui, en plus, ça sera pas la première fois qu'il le fait. Et il reste une trentaine de games à jouer. Par contre, Joe, je t'adore. Vas-y. Je vais mettre des bémols. J'adore Timo Meier. Ça me brise le cœur de ne pas voir, surtout avec le succès que les Suisses connaissent présentement en National League, en NHL, ça me brise le cœur de ne pas voir les Suisses compétitionner pour une médaille à Pékin dans un mois. Ça me brise le cœur. Mais Timo Meier joue dans la pire conférence de la Ligue. Dans la pire division de la Ligue. Il n'y a aucune division pire que celle dans laquelle Timo Meier joue. La division Pacifique rime avec pathétique. C'est horrible. Hostie qu'ils sont pas bons. C'est la pire division de la Ligue. Joe, t'en penses quoi? Je suis parfaitement d'accord avec toi. Il y a une équipe qui tient la route vraiment dans cette division-là. Puis c'est Vegas. C'est Vegas, mais Vegas, parce que leur fiche n'est pas exceptionnelle. Mais il faut mettre quand même parce qu'ils ont 4 points. Ils sont meneurs de la division. Ils ont 4 points devant San Jose. Là. Ça veut dire à quel point. Il y a 10 points entre Vegas et Edmonton qui est 7e. Voilà. Et Vegas, par contre, a perdu Pacioretty, a perdu, pas Jack Eichel. Ils ont eu beaucoup de blessures. Moi, je pense que Fleury leur fait mal aussi de ne plus l'avoir, Marc-André Fleury. Mais c'est vrai que c'est une division qui en arrache depuis de nombreuses années. Les 3 clubs de la Californie, c'est pas compliqué. Les 3 ont été presque au top en même temps et ont amorcé une reconstruction presque en même temps. Voilà. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Par contre, il faut quand même les marquer, ces buts-là. Ah non, en NHL, personne ne te donne des buts. Parce que... Mais si tu joues contre les moins... Regarde, trouvez-moi quelqu'un qui va dire que, mis à part Vegas, il y a une chance qu'une de ces équipes-là finisse dans le top 8, là, quand les playoffs de la Coupe Stanley arrivera, là. Un gars qui suit un peu à NHL, là. Parce que Steve, c'est quand même... On a une question là, de Fabrice
pourquoi la Ligue Pacifique, pourquoi la division Pacifique est devenue ce qu'elle est. Vas-y, Joe, c'est tout pour toi. Ça, c'est facile à expliquer. Les équipes sont en reconstruction en même temps. Jean-Philippe l'explique très bien, en fait. C'est hyper facile. Souvent, on parle d'une fenêtre. Est-ce que la fenêtre existe ou non? Je ne sais pas. Là, on parle d'une fenêtre pour gagner la Coupe Stanley. Les Kings de Los Angeles, ils sont arrivés 2 fois. Les Sharks de San Jose sont allés en finale de la Coupe Stanley. Anaheim, ça date un peu plus leur Coupe Stanley, évidemment. C'était dans les années Getzlaf-Perry. Mais ça a été long parce qu'il y avait des équipes compétitives. Donc, ça a été long avant qu'on amorce une nouvelle ère. Ce qui fait que les joueurs vieillissent, deviennent moins performants. On les échange. On espère que les joueurs se développent bien. Et là, les 3 équipes ont des jeunes qui se développent bien. Mais dans 2-3 ans, on parlera peut-être d'une des meilleures divisions de la Ligue. Pour le Sauf moment. Vancouver, qui semble être incapable d'entourer Elias Pettersson, Hughes et j'aurais le goût de dire aussi même le gardien Edmonton. de Vancouver et Edmonton. Non, mais regarde, à un moment donné, Joe, tu m'appelleras et on fera 1 heure sur Edmonton. Je sais plus quoi dire sur Edmonton. C'est une honte. Puis non, c'est pas vrai. Dans 10 minutes, on va parler du Canadien de Montréal. Là. Puis j'utiliserai Edmonton comme exemple. Il y a Fabrice qui rajoute, il n'y a pas que la Californie, non. Mais ça a longtemps été les 3 équipes de tête. Vegas s'y a ajouté. Vegas qui, là, connaît peut-être sa pire saison en termes de chiffres. Mais les blessures. Ils sont quand même premiers. Mais ils sont quand même premiers. Les blessures les ont affectés. Il y a Calgary qui ne connaît pas une mauvaise saison, mais ont 5 matchs de retard sur tout le monde parce qu'ils ont été touchés par la COVID. Et puis à Vegas, Eichel n'a pas commencé à jouer. Là. Leur centre numéro 1 n'a pas joué une game encore. Exact. Donc, eux, ça va venir, j'en suis convaincu. Calgary, c'est une bonne saison malgré tout. C'est pas risible. Vancouver, t'en as parlé. Et Edmonton, que dire sur Edmonton? Là, on dévie un peu. On va en parler. On dévie un peu parce que on parlait de Timo Meyer. Ça a rapport avec Yossi. On parlait de Meyer, là. Ça a rapport avec tout ce qui se passe dans la division Pacifique. Oui. Tu sais, les Oilers d'Edmonton ont les 2 des 5 meilleurs joueurs au monde présentement. Ils s'en vont nulle part. Mais Steve, tu m'as envoyé les 2... Non, mais on est obligé d'aller là. C'est dommage là, parce que... on tombe dans le personnel. J'ai envoyé cette semaine des conférences de presse de Draisaitl et de McDavid à la suite de défaites. Je veux dire, c'est dommage parce qu'on les a pas, on peut pas vous les faire écouter. Si vous avez la chance d'aller sur les réseaux sociaux, c'est facile à trouver. Draisaitl qui répond de façon, comment dire? Comme un gars qui est un des meilleurs joueurs au monde, qui comprend pas pourquoi son équipe gagne pas. Non, et qui en est plus capable de répondre aux questions des journalistes. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de réponse et il le fait très bien savoir aux journalistes. Et Connor McDavid qui, lui, dit « Je sais pas pourquoi, j'ai pas de réponse, je sais pas pourquoi. » Clairement, ces gars-là ont abandonné. Moi, c'est le premier feeling que j'ai vu, c'était ouf. 2 gars comme ça à Montréal dans la même situation, là. Aussi bon soit-il, je pense qu'il y en a un des 2 qui part. Je pense que ça passe pas. Et Edmonton, c'est un marché difficile aussi. C'est un marché qui critique beaucoup. Je veux pas dire qu'il y en a un des 2 qui est sur son départ. Tous les médias canadiens, tous les marchés canadiens sont des marchés extrêmement difficiles parce que les gens sont passionnés. Mais à un moment donné, il va falloir qu'ils trouvent un moyen en échangeant un des 2. Je sais pas. Ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a juste aucun sens en ce moment de voir cette équipe-là encore une fois. Ils vont avoir un choix de repêchage assez haut parce qu'ils vont rater les playoffs. Ça ne s'améliorera pas l'année prochaine. Puis j'ai l'impression que c'est une roue qui tourne, mais toujours dans la même direction. Ils ne trouvent jamais la sortie pour devenir une équipe compétitive. Une équipe de premier plan. Et oui, ça vient rejoindre Timo Meyer, parce que Timo Meyer... Là, pourquoi on parle de la division? Évidemment, pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers avec la NHL, pourquoi on parle de division? Parce que la NHL joue plus de matchs contre sa propre division, les équipes de la NHL. Donc, par exemple, San Jose joue plus de matchs contre Los Angeles. Division, conférence, ligue. Exact. Tu as 4 divisions dans 2 conférences qui forment une ligue. Et du coup, tu affrontes plus souvent les équipes de ta division
ensuite de ta conférence et tu affrontes 2 fois par année les équipes de la conférence adverse. Donc, par exemple, pour le cas des Sharks, ils affrontent 2 fois les équipes de la conférence de l'Est. Du coup, oui, Timo Meier joue plus de matchs contre sa propre division, qui est celle qu'on a nommée, là, Los Angeles, Anaheim, Edmonton, Seattle, et Calgary et Vegas. Mais quand même, Timo Meier connaît une saison exceptionnelle et profite justement du système et du calendrier pour s'établir comme un joueur dominant à NHL, un joueur dont tout le monde a son nom sur les lèvres. Et gentiment, sans avoir le statut de Roman Josi, est en train d'avoir un statut assez intéressant dans cette ligue-là, avec une saison de 20 buts là, à son actif. C'est pas sa première non plus. Va également probablement réaliser sa meilleure saison niveau points. Va flirter avec les 100 points. On prendra pas de pari, Steve, parce que ça paye jamais pour moi, mais elle va flirter avec les 100 points. Donc, c'est une saison assez exceptionnelle. Et moi, je vous conseille pour ceux... Là, je sais que ce week-end, on ne présente pas de match des Sharks, mais pour ceux qui ont la chance de voir les matchs des Sharks, prochainement, on devrait en commenter aussi. Regardez jouer Timo Meier. C'est vraiment un joueur dominant cette saison. Et le duo qu'il fait avec Logan Couture, je trouve que l'un et l'autre sont inséparables. Couture est un attaquant que j'adore, un attaquant responsable dans les 2 sens de la patinoire. Et on dirait que ça enlève cette responsabilité à l'ailier qui est Timo Meier. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Moi, je trouve Timo Meier, bizarrement, depuis que Kane est parti, drôlement meilleur. Moi, je veux te parler d'un autre joueur. Je peux-tu? Vas-y. Peux-tu te garrocher quelque chose sa table comme ça un soir, comme s'il n'y avait pas de lendemain? Vas-y, Steve. On a encore du temps. La NHL, c'est une ligue de spécialistes, OK? Oui. Puis il y a un gars qui est en train de se trouver une chaise solide présentement en tant que spécialiste. On n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'est pas flashy puis qu'il ne joue pas dans une très bonne équipe non plus. Mais Jonas Siegenthaler a une moyenne de 20,18 minutes par match. Je trouve ça hyper intéressant. Puis... En tant que défenseur défensif. Ouais. On y a-tu trouvé sa chaise au New Jersey à lui, là? Ben, c'est peut-être là. Il a joué quelques matchs avec Piquet Souban. Je ne sais pas s'ils sont encore alignés les deux ensemble. Non, pas tous les soirs, non. Pas tous les soirs, mais quand tu regardes les défenseurs du côté des Devils, il y a beaucoup de talent offensif. On peut penser aussi à Dougie Hamilton. Et c'est peut-être là que Siegenthaler, on avait besoin d'un défenseur défensif. C'est peut-être là qu'on a trouvé ce qu'on cherchait pour compléter des défenseurs offensifs. Et c'est tant mieux pour lui parce que c'est une équipe qui est en progression. Et s'il trouve sa niche dans cette équipe-là, c'est l'idéal. C'est de trouver sa place dans une équipe comme il le fait présentement. Moi, ce que je suis content, c'est qu'en Suisse, on voyait Jonas Siegenthaler comme un défenseur offensif. Le gars est allé en Amérique du Nord. Il s'est adapté. Il est allé à Washington. Ça n'a pas trop marché en essayant de jouer son style. Il est arrivé au New Jersey. Jonas Siegenthaler, à 20 minutes par game, c'est un défenseur établi en NHL. Ouais. Jonas Siegenthaler, son prochain contrat fera de lui un multimillionnaire du hockey. Pourquoi? Parce qu'il a adapté son style de jeu. Tu sais, quand on dit qu'un échange, des fois, ça... Ouais. Il a trouvé sa chaise. Il a trouvé sa chaise au New Jersey, qui est devenu un joueur qui, au lieu d'essayer de faire la différence, donne la place aux autres, responsable défensivement, capable de dropper les mythes, qui gagne ou qui perd, peut jouer physique, c'est un gros bonhomme. Sa progression depuis qu'il est au New Jersey s'est doublée sur les années qu'il a passées à Washington. Tu sais, il va jouer longtemps à NHL parce qu'il s'établit comme 4, 5, 6e défense.
défenseur, défensif. Il a sa chaise, Chris. Il y a une question dans le chat, en fait, un commentaire qui nous vient de Jean-Philippe. Heureusement qu'il y a des Moser et des Siegenthaler pour que le cas Hoffman ne péjore pas trop la vision des Suisses qu'ont les franchises NHL. Je mettrais un petit bémol. Je pense pas que les joueurs suisses vont être mal vus par les clubs de NHL. Je pense que les joueurs suisses établis en Suisse d'au-delà de 25 ans vont être peut-être pas mal vus, mais auront moins de chance, auront pas nécessairement l'appel qu'un joueur qui joue en République tchèque, en Suède ou peu importe, va avoir, parce qu'on va peut-être se rappeler du cas Hoffman. Par contre, là, on commence à parler de joueurs. Là. Moi, je vous remets en... Là, on parle de Siegenthaler, on a parlé de Moser. Sinon, là, on a parlé quand même de Timo Meier, on a parlé de Roman Josi, on a Nico Hischier, des joueurs suisses de grand talent, Nino Niederreiter, Kevin Fiala qui a marqué son 100e en carrière cette semaine aussi. Des joueurs suisses qui ont du talent et qui ont une place en NHL, il y en a. Par contre, est-ce que le développement va être favorable pour les prochains s'ils traversent en Amérique du Nord pour le junior? Je pense que c'est déjà le cas. Parce que les joueurs établis en Suisse, on va peut-être avoir une petite retenue. Mais par contre, je pense que les joueurs suisses ont quand même une belle visibilité, une belle réputation à NHL pour ce qu'ils sont comme joueurs. Et j'aurais été vraiment curieux, moi, de voir l'équipe olympique avec les joueurs de la NHL suisse parce que il était quand même... au Québec, on dit il était à manger pour veiller tard. Là. Il y avait quand même une équipe qui aurait tenu son bout face Mais à c'est d'autres surtout bonnes que tu as équipes. des joueurs suisses qui connaissent de très bonnes saisons présentement. Oui, C'est ça qui me brise le cœur quelque part. C'est qu'on ne pourra pas voir Timo Meier son jouer meilleur, avec Nico Hischier. On ne pourra pas voir Roman Josi sur le power play. Tu sais, c'est ça qui est difficile. C'est ça la pilule qui est dure à avaler pour les Européens. C'est dommage pour le hockey suisse ce qui se passe présentement, mais c'est pas juste dommage pour le hockey suisse. Les Tchèques auraient voulu voir Pasternak. certainement. Les Autrichiens auraient voulu voir X. Les Danois auraient aimé ça que Ehlers soit là aussi. Tout le monde vit avec cette douleur-là qu'on n'aura pas le droit au meilleur hockey possible. Ouais. Parce Moi, que je suis c'est la content. compétition. C'est ça. Moi, je suis content qu'on voie Kylian Motet au JO. Tant mieux pour Kylian Motet. Mais j'aurais préféré voir Timo Meier. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Parce que c'est sans rien enlever aux autres joueurs des autres ligues. Mais ça aurait été la meilleure compétition. Il n'y a pas d'autre compétition. Championnat du monde, arrêtez de me parler de ça. Les joueurs de NHL, ils vont presque plus. C'est équivalent à ce qu'on va voir lors des Jeux olympiques. Mais le vrai niveau là, des meilleurs joueurs au monde, c'était aux Olympiques qu'on le voyait. Et ça a donné des matchs d'anthologie. Ça a donné des compétitions anthologiques tout au long des années que les joueurs de la NHL ont participé aux Jeux olympiques. Et, on se souvient du but de Crosby qui crie à Egan là. Ouais, le Golden Goal. Le Golden Goal. Il y a Fabien qui demande, il joue avec qui comme compère de ligne ou de duo, là, en parlant de Siegenthaler. Présentement, il est sur la première paire de défense avec Damon Severson. Mais par contre, il faut mettre en parenthèse, ou faut mettre un guillemet, là, Dougie Hamilton est blessé. Donc, ça change un peu. Il fait le job. Hein? Il fait le job et sur la première paire, donc ça veut dire qu'il affronte quand même les meilleurs trios adverses, soir à soir. Ouais. Il joue contre les meilleurs joueurs au monde. Tu sais, lui, si demain, New Jersey, je sais pas c'est quoi le prochain match du New Jersey, désolé, je les connais pas par cœur. Attends, je vais te dire ça vite fait, là. C'est prochain match, c'est contre la Caroline, le 23. Il va jouer contre Sébastien Eo, Shechnikov, puis Teravainen. Eo, Shechnikov, Teravainen. C'est ça sa job, lui, au prochain match, Joe. Ouais. C'est pas un petit défi, là. Il va pas jouer contre Joel Clodo, puis on doit respecter le chemin que Siegenthaler a fait.
il s'est démarqué comme de l'échange qui l'a amené à New Jersey est la meilleure chose qui se soit jamais passée dans sa carrière. Parfaitement d'accord avec toi, mon Steve. Il y a Fabien qui parlait, je parlais évidemment là, de l'avenir des joueurs qui traversent en Amérique du Nord. Fabien qui dit qu'ils doivent partir jeunes pour arriver à s'établir ou en tout cas avoir une meilleure chance. Ça revient aux questions de le U20 élite ici, quel niveau il a, est-ce qu'il est trop faible, trop d'équipes, trop... Et dans le développement, ben, ça aide pas les joueurs. Et tu vois très bien que quand Yanis Moser joue avec des hommes, depuis des années, en étant un bon potentiel suisse, quand il transfère en Amérique du Nord, il a déjà joué avec des hommes contre des hommes qui ont connu la NHL, qui jouent dans le championnat de National League depuis des années. Ben, il arrive plus près qu'un joueur qui arriverait du U20 élite, qui doit faire sa marque et tout ça. Ça, c'est... Il n'y a pas d'univers dans lequel un joueur passe du U20 élite suisse à la NHL. Non, aucun. Ça n'existe pas. Là. Ça, ouais, Christophe... Faut lire Le Seigneur des Anneaux. Les gars, c'est de la fantaisie. C'est du fantasy que vous me parlez. Là. Il y a Christophe qui demande est-ce que c'est pour cela qu'Hoffman est rentré en Suisse et en parlant des Jeux olympiques? Je pense pas que c'est la principale raison. Je pense que ça a quand même pesé dans la balance. Parce que les Jeux olympiques, mine de rien, tu n'as pas nécessairement toujours la chance d'y aller. Est-ce qu'Hoffman aurait été sur l'équipe olympique si les joueurs de NHL y étaient ou non? C'est une très bonne question. J'aurais aimé savoir parce que je pense qu'il aurait eu sa place, personnellement. Mais encore là, Patrick Fischer et moi, on n'a pas nécessairement toujours la même école de pensée. Fabien qui demande quelle valeur, dans le fond, aura une médaille olympique sans les meilleurs. Finalement, on n'a aucun tournoi international. Laisse-moi répondre à ça tout de suite. Vas-y. Une médaille olympique, là, vous savez ce que c'est? C'est une médaille olympique. Je peux pas enlever... Arrêtez, là. Une médaille olympique, c'est une médaille olympique. Si tu en as une dans la vie, si tu en as gagné une, si tu as fait les sacrifices pour t'y rendre, une médaille olympique, c'est une médaille olympique. Joe, à toi. C'est... Oui, parce que je vais un peu dans le même sens, qui dit finalement, on n'aura aucun tournoi international avec les meilleurs joueurs au monde. C'est triste, mais quand même, là, tu parles quand même des meilleurs joueurs qui jouent hors NHL. Tu as de la qualité quand même comme joueur. Tu as les meilleurs joueurs des pays qui jouent présentement dans leur pays ou dans les pays européens. Je veux dire, ce ne sera pas une compétition. C'est sûr que j'aurais aimé avoir la NHL présente, mais ce ne sera pas une mauvaise compétition. Le problème n'est pas sportif, il est financier. La NHL a présentement plus de pouvoir que l'IIHF. Oui. Parce que la NHL est propriétaire des meilleurs joueurs au monde. Tant et aussi longtemps que ce sera le cas, je suis désolé pour les fans de hockey, mais je suis même pas sûr qu'en 2026, la NHL sera là. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter parce que c'est vrai il y a que des c'est trucs exactement qui t'appartiennent, ça t'appartient, tu fais ce que tu veux avec. Et la preuve à ce que tu dis, Steve, c'est que les championnats du monde, la NHL déplacera jamais ses playoffs pour les championnats du monde. Par contre, les ligues européennes, et on se rappelle la Suisse la saison dernière qui, au lieu de jouer une finale en 4-7, au meilleur des 7, ce qui aurait été, ma foi, au niveau du sport, là, pour l'intégrité du sport, pour moi, ça n'avait aucun sens qu'on joue au meilleur des 7 la première ronde, mais au meilleur des 5 les deux autres. Pourquoi on a fait ça? Pour ne pas arriver en retard sur les championnats du monde, pour ne pas perdre des joueurs qui partent dans leur pays parce que les fédérations les ramènent. Et là, tout le problème des championnats du monde, en fait, parce que les championnats du monde ne s'adaptent pas à la NHL, et la NHL n'en a absolument rien à faire de l'IIHF et de son championnat du monde. Donc, si vous avez nos joueurs éliminés, tant mieux pour vous. Si vous les avez pas, tant pis. Team Canada et Team USA, depuis 2 ou 3 ans, font des équipes U23 pour les championnats du monde. Et le Canada a gagné l'or la dernière fois avec une équipe U23.
qu'est-ce qu'ils font avec Crosby, McDavid, Tavares, Stamkos, Doughty? Non, mais vous voulez un championnat international? Vous voulez une vraie Coupe du monde? Le pouvoir ne doit plus appartenir à l'IIHF, mais bien à ceux qui possèdent les meilleurs joueurs. Désolé de vous le dire. Je m'excuse. Non, mais ça revient un peu à la question de Fabrice. Comment peut faire l'IIHF pour faire venir la NHL soit aux mondiaux, à la Spengler Cup? Ça n'arrivera jamais. Si l'IIHF ne s'adapte pas à la NHL, ça n'arrivera jamais. Jamais. Et même après les playoffs, là, la NHL, les joueurs, là, ils ont besoin de vacances. Ils ont 82 matchs dans le corps, plus des playoffs. C'est bien beau, là. Puis Sidney Crosby le voulait. Puis il y a certains joueurs qui veulent là, la triple couronne, là, qui est l'or aux mondiaux, l'or aux Olympiques et la Coupe Stanley. Crosby l'a, par exemple. Mais il n'y a pas tous les joueurs qui courent après ça non plus. Et il y a des joueurs qui ont complètement aucun intérêt à aller au championnat du monde. Il y a Gaétan qui dit il n'y a pas la quantité, mais on a une génération dorée. Ça nous mettrait 10 joueurs de NHL qui comptent probablement si la NHL allait... joueurs d'impact. Joueurs d'impact, là, des vedettes ou presque de la NHL. Il y a 10-15 ans, on était heureux. Mais oui. Il y a 10-15 ans, on était heureux de voir 5 gars de AHL. C'est vrai qu'en ce moment, c'est quand même une belle cuvée du côté de l'Amérique du Nord. Et c'est pourquoi le championnat de la NHL, pour nous, est si intéressant en ce moment. Donc, continuez à nous suivre, évidemment, sur MySports. Jean-Philippe, l'Allemagne dépasse la Suisse. On le voit avec les drafts, les matchs en Champions League et les équipes nationales. En ce moment, ils sont dans une bonne cuvée. Faut le dire quand même, l'Allemagne avec des Draisaitl, avec des Zeider, avec les Stutzle. Mais je dirais que pour moi, c'est... Stutzle, je ne veux pas être méchant, je ferai une petite parenthèse sur Stutzle. Pas aussi bon que cette année, qui était l'année passée. Et je reviens à ce que je disais sur Moser. Un coup que ton nom est sur le board, c'est plus dur de jouer au hockey en NHL. Ouais. Et là, c'est aux joueurs de s'adapter parce que les équipes, eux, l'ont fait. Parce que si tu penses que les gars vont... La première année, personne ne te connaît. La deuxième, c'est plus compliqué. Il y a Léonard qui dit pourquoi pas passer à un tournoi tous les 2, 3 ou 4 ans plutôt que chaque année et s'adapter à la NHL. Le sujet est-il venu sur la table? Parce que c'est 2 groupes et pour avoir fait et avoir travaillé dans l'environnement de l'IIHF, je peux vous dire un truc et je m'excuse de le dire sur MySports, mais c'est 2 groupes qui veulent savoir qui a la bite la plus grosse. Arrêtez de comparer. Tout le monde veut se battre pour avoir ce qu'ils veulent. C'est pas... Il n'y a aucun des 2 groupes qui veut avoir raison. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Et il est là le problème. C'est 2 entreprises qui veulent contrôler à 100% ce qui se passe avec un produit. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais c'est ça. Steve, il reste 30 minutes à l'émission. On prend encore 2 questions ouvertes qui n'ont pas nécessairement rapport avec l'actualité ou le Canadien de Montréal, parce qu'on va se garder le Canadien de Montréal. Il faut se garder du temps un peu quand même. S'est-tu passé quelque chose à Montréal cette semaine? Ah, je le sais pas. J'ai rien reçu, moi, sur mon téléphone. Je suis pas certain. Il y a Ludovic qui nous demandait 2 questions. Ne serait-il pas plus judicieux d'annuler les Jeux olympiques en Chine ou de les réaliser en été? Je trouve que l'exemple de la NHL aurait dû être suivi par la National League. Moi, j'irais plus loin que ça. Moi, je trouve que quand le championnat du monde des moins de 20 ans a été annulé, en pleine compétition, je pense que c'est là qu'on aurait dû prendre la décision. Mais le CEO, en fait, c'est le pays et le CEO qui avait des garanties et qui ne voulait pas déplacer. Le championnat U20 aurait dû devenir le tournoi olympique. Je suis d'accord avec toi, Steve. Honnêtement, ça aurait été une très belle compétition. Où tu fais du U23
rendu là, si tu veux des joueurs, un peu des joueurs pros, parce que tu as des pays qui gagneraient à avoir des U23, ça aurait pu être une solution. Mais oui, ça aurait dû le devenir parce que là, on parle de reporter le mondial M20 en août. Je ne sais pas pour vous, mais en août, actuellement, je ne suis pas devant mon téléviseur à regarder les matchs. Là. Peut-être que cette année, oui, parce qu'on les diffuse. Mais pour moi... non, mais on regarde ça. Là. En août, les camps de NHL commencent début septembre. Quel joueur de 20 ans qui a une chance... Les camps en Suisse commencent le 1er août. Les gars en 2 Suisse. août. Mais par contre, et je ne suis pas inquiet qu'on va quand même envoyer les joueurs, mais si tu regardes les clubs de NHL qui ont des joueurs de 20 ans, 19 ans, 20 ans, qui peuvent participer... Owen Power, par exemple, qui va disputer son premier camp d'entraînement avec les Sabres de Buffalo. Est-ce que les Sabres le libèrent à 1 mois du début du camp d'entraînement alors que c'est le plus beau prospect de l'équipe? Est-ce que les Sabres ont le choix? Ben, quand même, ils ont les droits, c'est une propriété de l'équipe. Donc, après ça... Hockey Canada a légèrement plus de pouvoir que Swiss Ice Hockey. Oui. Parce que sinon, Tobias Geiser serait dans les 8 défenseurs sélectionnés, apparemment. Oui. Et pour revenir à sa question, la question sur les Jeux olympiques, la saison dernière, c'était Tokyo qui avait décidé de décaler les Jeux et non pas le CEO. Là, la Chine assurait au CEO que non, il n'y aurait pas de problème, on a un bon système. On verra ce que ça donne, mais par contre, j'espère vraiment que les joueurs de notre championnat qui vont là-bas ne seront pas pris en Chine en quarantaine et ainsi de suite. Parce que ce serait triste pour notre championnat. À quelques matchs à peine du début des playoffs, à plus ou moins 1 mois, là, ce serait vraiment triste. Et sa dernière question, Ludovic, pensez-vous que le système de la draft pour les juniors pourrait être transposé au championnat suisse? Si cela advenait, des équipes comme Ajoie, Langnau ou Ambry auraient plus de chances de briller en National League. Qu'en pensez-vous? Non. Ça n'arrivera jamais. J'ai l'impression que ça n'arrivera jamais, Steve. Non, mais je vais expliquer aux gens parce que j'ai travaillé dans les mouvements juniors. Les joueurs, à partir de l'âge de 15 ans, signent des contrats. Donc, ils appartiennent au club. Personne ne va donner rien à personne dans ce monde-là. Donc, ton idée est excellente, mais impossible. Parce que les joueurs, à partir de l'âge de 15 ans, c'est le modèle de foot. En Suisse, on a pris le modèle de foot et on l'a appliqué au hockey sur glace. À partir de l'âge de 15 ans, les joueurs signent des contrats de formation et appartiennent au club jusqu'à l'âge de 20 ans. Perds pas de temps et d'énergie là-dessus, ça n'arrivera jamais. Difficile d'être plus clair que ça. Merci, Steve, pour ta réponse. Désolé. Non, mais... Mais c'est ça. Ça. Il y a un système en Amérique du Nord, de 1, avec le plafond salarial, avec le partage des revenus, avec la draft, qui est fait pour que les équipes, même les plus pauvres, aient un espèce de cycle pour qu'on puisse revenir dans le haut du classement, pour que chaque marché ait des équipes compétitives, pour la santé financière des marchés de hockey et de la Ligue et des équipes. Ici, on a un autre modèle, un modèle qui est complètement différent avec les promotions, les relégations. Un modèle basé sur le foot. Exactement. Et avant qu'on en arrive à changer ça, moi, je vous rappelle le sondage qu'il y a eu l'année dernière parce qu'on voulait passer à 10 étrangers, enlever les licences suisses et tout ça. On n'est pas prêt d'amener, de faire une réforme complète du système de hockey suisse. Donc, moi, j'y crois jamais. Marco Lehmann, à 20 ans, n'aurait pas été joué à Ajoie cette année parce qu'il aurait été repêché par Ajoie. Rapperswil a payé toute sa vie des coachs pour le former, etc., etc. Ses droits appartiennent à Rapperswil. C'est juste la réalité suisse. Voilà. Fabrice qui dit on parle de Buffalo ce soir avec des petits emojis qui rient. Non, on n'aura plus le temps. Buffalo, on va mettre ça de côté. Ouais, est-ce qu'on parle de Buffalo ce soir? J'aimerais répondre à Fabrice. Non, parce qu'on aime le hockey. Voilà. Et déjà, il faut qu'on parle de Montréal. Déjà. Cyril, quand il y a du hockey, on regarde. C'est comme les Mec Match en été depuis l'hôtel au Tessin. Donc, un fan de tes Mec Match, Cyril, qu'on salue évidemment. Oui, s'il y a du hockey l'été, moi aussi, je vais regarder, mais bon. Voyons voir à quoi ça ressemble. Il y a Laurent qui dit absolument d'accord de faire un tournoi M23 aux Jeux Olympiques. C'était ma proposition aussi. Laurent Antonioli, qu'on salue d'ailleurs, qui était avec nous la semaine dernière. Si tu regardes la sélection américaine, c'est exactement ça. Beaucoup de joueurs de NCAA, par exemple. Exactement.
Fils de, d'ailleurs. Comment? On a le fils de Sébastien Bordelot, qui a déjà joué en Suisse. On a le fils de Pat Brisson, qui est un des agents les plus... Non, qui est l'agent le plus influent du monde dans le monde du hockey. Donc, ça aide. Bon, Steve, on met les JO, on met les Suisses de côté. Maintenant, on va se diriger du côté de Montréal. Un bouton. Attends un peu. Je sais que de parler de Montréal, ça te donne des boutons, mais on peut pas ne pas en parler. Kent Hughes, qui a signé comme directeur général pour 5 saisons du côté de Montréal. Qui est Kent Hughes? Parce que ça fait quand même 2 ou 3 émissions à Overtime NHL qu'on discute du prochain DG. On parlait de Mathieu Darche. On parlait de Daniel Brière. On parlait même des candidatures de Daniel Sauvageau et d'Émilie Castonguay. On en a parlé en long et en large des différentes... Patrick Roy, comment l'oublier? C'est sûr qu'elle a nommé une femme. Ah, mais ils vont en nommer dans la direction. Ça, non, Jeff Molson l'a dit. Je vais faire une parenthèse parce que je connais ce monde-là. Je pourrais vous dire que Marie-Philippe Poulain jouera ses derniers Jeux olympiques au mois de février et on lui offrira un travail chez le Canadien de Montréal dans le scouting ou le développement des joueurs. J'espère. Pour ceux qui ne connaissent pas Marie-Philippe Poulain, là, c'est une joueuse de Team Canada. C'est Sidney Crosby du hockey. Exactement. Son surnom, c'est la Sidney Crosby du hockey féminin. Là. C'est elle qui avait marqué, je pense, le but gagnant pour l'or lors des derniers JO. C'est vraiment une joueuse exceptionnelle. Vous aurez la chance de la voir si vous regardez les Olympiques. Et une personne incroyable. Une très, très, très bonne personne. C'est probablement plus que moi parce que malheureusement, je ne l'ai jamais rencontrée, mais... elle semble, du moins en entrevue, ce qu'elle dégage. Bref, pour en revenir aux candidats, jamais ou presque on a nommé Kent Hughes. Vous saurez... Non, c'est pas vrai, Joe. On l'a nommé quand, Kent Hughes? Ben, vas-y. La première semaine que... Oui, sur Overtime NHL, je sais pas si on l'a nommé. Vous saurez nous corriger dans le chat si vous regardez quotidiennement, religieusement nos émissions. On a nommé Jeff Gorton comme VP, CFO, le Chief Sports Officer, CSO. On parlait de Kent Hughes déjà. Qui est Kent Hughes? Là, pour vous mettre un peu, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité du côté de Montréal, Kent Hughes est un agent de joueur depuis 20 ans. Il a été l'agent de Vincent Lecavalier, de Patrice Bergeron, et de Christopher Letang. Un très bon agent. Très bon agent. Il y a plus de 20 contrats actifs en ce moment en NHL, ce qui est quand même une belle écurie pour un agent. Et là, il décide de laisser de côté sa pratique, qui devait lui rapporter quelques millions. On n'a pas les chiffres exacts. Regarde, non. Attends, moi, je peux te faire un calcul assez rapide. Ouais. Entre 3 et 4 millions par année, d'après moi. Entre 3 et 4 millions avec une business qu'il connaissait bien, qu'il faisait depuis 20 ans. De laquelle il était copropriétaire aussi. Oui, c'est lui qui l'a lancé en signant des joueurs québécois parce que Kent Hughes sonne anglophone. Il parle le français. Il parle le français, mais il le parle quand même. On a déjà eu des directeurs généraux qui parlaient moins bien le français que lui. On peut-tu expliquer aux Suisses qui nous écoutent? Moi, j'ai pas grandi dans le West Island, mais quand j'étais plus jeune, mes parents, mon père, parce qu'il a eu un travail qui a été offert, on a déménagé dans le West Island. Donc, j'ai fait mon hockey dans le West Island, etc. Le West Island, c'est quoi, Joe? C'est la partie anglophone de l'île de Montréal. Grosso modo. Mais c'est l'île de Montréal, c'est au Québec. C'est Kent Hughes vient d'une ville qu'on appelle Beaconsfield. Beaconsfield, c'est à 13 minutes d'autobus de Montréal. C'est juste que c'est du côté ouest. C'est Dorval, Lachine, Beaconsfield, Pointe-Claire. C'est tout le côté West Island que les Québécois plus pur laine ont rapidement l'envie de dire que c'est pas le Québec, mais c'est en plein milieu de Montréal. Ouais, mais en même temps, le meilleur exemple là-dessus, c'est tu sais quoi, et les gens le connaissent, les fans de Lausanne le connaissent, Torrey Mitchell vient de Greenfield Park, qui est également dans le West Island. Effectivement. Ouais. Et quand il jouait pour le Canadien, on se vantait que c'était un Québécois. On n'avait aucun problème à dire que c'était un Québécois. Et il parlait le français à peu près comme le parle Kent Hughes.
Moi, ce que j'aimerais dire aux Suisses, c'est comme un Bernois qui parle, qui est bilingue. Oui, il va parler français avec un accent parce qu'il n'a pas grandi dans une maison francophone, mais ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas français et ça ne veut surtout pas dire qu'il n'est pas suisse. Mais, Steve, c'est le Québec, là. Pour mettre Kenny en Hughes, contexte... il est québécois, mais il parle français avec un accent du gars du West Island. Exactement, mais Mélange. pour mettre en contexte, les Québécois, le West Island, le côté anglophone de Montréal, ne les considère, les Québécois francophones ne les considèrent pas nécessairement, et là je mets pas tout le monde dans le même panier, mais la grande majorité, ne les considèrent pas nécessairement comme des Québécois parce qu'ils ont souvent des noms à consonance anglophone, alors que les Américains les appellent communément Frenchie, parce qu'ils viennent du Québec. C'est ça. Donc- De la même manière que moi, j'ai fait mes études universitaires en Ontario. Puis quand je mettais des S sur des fins de mots, je me faisais rappeler. Ben lui, des fois, il va se mélanger sur français, française. Mais moi, là, je veux mettre quand même en parenthèse, parce que là, on parle beaucoup de C'est la l'aspect vie. français, parce que l'aspect français est important à Montréal. Non, il n'est pas important. Il est primordial. Il est primordial. Il y a Fabrice qui dit un Svoboda quoi? Oui, parce que c'est un agent de joueur qui s'est transformé en directeur sportif. Très belle comparaison. À la différence qu'il parle la langue du canton, ce que Svoboda ne fait pas. Et où est-ce que je m'en allais là, avec la langue? C'est que c'est primordial du côté du Canadien de Montréal d'avoir quelqu'un pour parler à la grande majorité de fans qui est francophone. Explique aux gens, Joe, parce que je suis pas sûr que les Suisses qui nous écoutent comprennent la visibilité de ces gens-là dans la vie de tous les jours des Québécois. C'est que les... Alain Berset est moins souvent Oui. à la télé en Suisse que le coach et le GM et le directeur général des Canadiens l'est. Si le directeur général, comme par exemple hier, là, il y avait Kent Hughes présenté à la presse, la Terre arrête de tourner. Hein. Le COVID n'existait plus. Les pages, les unes de chaque journal au Québec parlent de Kent Hughes. Là, on oublie tout. Il n'y a plus de premier ministre, il n'y a plus rien. C'est que le Canadien, c'est que Kent Hughes. Ça devient la figure la plus populaire en ville. Et quand on parle de... Parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux sur le fait que est-ce que c'est un vrai francophone, blablabla. Moi, je déteste ça parce que moi, j'ose vous rappeler, parce que tu parlais justement quand tu étudiais à Ottawa puis que tu mettais des S et ainsi de suite. Marc Bergevin, quand il est arrivé au Canadien, à Montréal et même encore Il parle aujourd'hui, mal en français, en sacrement. ça faisait 20 ans qu'il habitait aux États-Unis et son français était assez rouillé. C'était pas un français parfait et c'est la même chose pour... Comme vous entendez, fan d'hockey, quand Yves Sarrault parle en français. Exactement. Yves Sarrault a passé 25 ans de sa vie à parler en anglais. Quand il parle en français, il fait des erreurs. Mais c'est pas parce qu'il sait pas parler français. C'est parce que pendant 25 ans, il a passé sa vie à parler en anglais. Et faut dire que dans son boulot de tous les jours, jamais il ne va utiliser le français. Il n'utilise le français que pour s'adresser aux médias montréalais. Sinon, Ken Hughes ne parlera pas français 3 fois cette année, à part quand il va parler aux médias. C'ti. mais là, on met la question de la langue de côté, Steve. Parce qu'on a fait, je pense qu'on a fait le tour. Il est québécois. Il parle français. Kevin qui nous demandait, Jeff Gorton a-t-il trouvé un traducteur? Il parle pas français. Il parle le français. Il parle de française, mais il parle de française pour se faire comprendre en français. C'est good enough for me. Exactement. Kevin demande, Jeff Gorton a-t-il trouvé un traducteur ou pensez-vous que Kent Hughes aura plus de responsabilités que ça? C'est un traducteur. Ben là-dessus, je te rejoins pas, Steve. Je te rejoins pas pour une raison. C'est son choix à lui. Depuis le début, Jeff Gorton... C'est son chum. C'est son ami. En même temps, tu t'entoures de qui dans la vie de tes amis? Ah, Chris, moi, tu peux pas me peinturer là-dessus. Moi, je pense sincèrement que tant qu'à travailler avec du monde, travaille avec du monde que t'aimes. Voilà. Jeff Gorton voulait l'amener à New York quand il était directeur général de New York. Kent Hughes a dit non. Là, il a le job à Montréal et en conférence de presse, quand il a le job, Jeff Gorton, il a dit je vais choisir mon DG out of the box. On va aller plus large. Pourquoi pas un agent?
Il savait très bien de qui il parlait. Il parlait pas de Pat Brisson, il parlait de Kent Hughes. Donc, il a amené son ami, son buddy. Jeff Molson ne le connaissait pas du tout avant de le rencontrer ce week-end. À ce moment-là, ça devient, et je vais reprendre l'expression de François Gagnon sur RDS, que j'aime bien, un monstre à deux têtes. Ça devient une équipe qui travaille ensemble dans le même but. Et pas nécessairement un gars qui prend toutes les décisions et un traducteur. Moi, c'est comme ça que je le vois. OK. Tu me poses une question, là, ou tu veux juste que je réenchérisse sur ce que tu viens de dire? Non, mais toi, tu disais, non, je pense que c'est un traducteur. Moi, je pense que c'est un traducteur. Je vais t'expliquer mon point de vue. Jeff Gorton dit depuis le début, il va chercher quelqu'un qui va compléter ses compétences. Jeff Gorton, à la base, c'est un gars de hockey. Lui, ce qu'il aime, là, c'est le scouting, le draft, le pro scouting, qui est le repêchage professionnel, donc trouver des joueurs à gauche et à droite dans les équipes pro. Là, il a trouvé un gars qui, lui, tu sais dans quoi il est bon? Négocier. Ben, négocier, dénicher du talent. Parce qu'il sait ce que les agents pensent. Il connaît les outils que les agents utilisent. Parce qu'on a entendu le mot stats avancés à peu près 6 fois. Puis si tu veux qu'on en parle, on en parlera parce que j'ai 2-3 points à dire là-dessus. Et le premier, c'est que Ken Hughes a été clair, net et précis. C'est pas des gars de stats avancés qu'il veut à Montréal. C'est un gars qui va y arriver avec une équation qui va différencier Montréal des 31 autres équipes. Et c'est là où les gens qui adorent les stats avancées s'étranglent en parlant de stats des fois. Tout le monde peut lire des stats avancées. C'est pas si compliqué que ça. Ce que Ken Hughes y veut, là, c'est un gars qui va arriver avec ses équations. Créer la différence entre notre manière de fonctionner et celle des autres. C'est ça qu'il veut, lui. Parce que tout le monde a les mêmes données. Mais le boss des stats avancées, il faut qu'il arrive avec, mais moi, j'ai une équation qui va nous différencier des autres. Et si vous écoutez la conférence de presse, le mot stats avancé sort 16 fois. Puis Ken Hughes, il dit 2-3 fois, hey, mon objectif, c'est pas de savoir ce qu'un gars aime ou aime pas, puis comment il marche ou marche pas, c'est comment on le rend meilleur. Ou pourquoi est-ce qu'on achète à haut prix et qu'on vend à bas prix? Lui, il veut inverser cette logique-là. On va acheter pas cher, puis vendre cher. Fait que, tu sais, moi, être un gars de stats avancé qui est intelligent, qui a des chiffres à amener, je pense à Phoebe Stantz, que j'ai coaché en équipe nationale féminine, puis qui a un bachelor en mathématiques de Yale aux États-Unis. Phoebe, appelle Montréal, envoie ton CV. Mais c'est pour ça, tu sais, parler de stats avancées pour dire on a besoin d'un meilleur département de stats avancées, ça veut rien dire. Lui, ce qu'il veut, là, c'est des nouvelles équations. Parler de on va changer la manière de développer les joueurs, ça veut rien dire si on ne développe pas de nouvelles qualités humaines. Qui sont nos joueurs? Comment on peut les rendre meilleurs? Tu me dis quand je prends la parole, je peux y aller? J'aime beaucoup tout ce que tu dis. Sauf le bout où tu dis que c'est un traducteur. Parce que là, tu viens de me vendre pourquoi, comme agent, et comme il a eu le job. Pourquoi, ses qualités, pourquoi il a eu le job. Ça revient un peu à ce que je disais. Jeff Gorton, oui, ça va être la tête pensante. Oui, on va dans sa direction. Mais par contre, Jeff Gorton a des contacts partout à travers la ligue.
Kent Hughes a les mêmes. Kent Hughes, par contre, pour négocier, a peut-être un plus que Jeff Gorton n'a pas en étant un ancien agent, en ayant des relations avec plusieurs joueurs. Et c'est peut-être là où, c'est pour ça que je te parle d'un monstre à deux têtes. Est-ce que dans l'organigramme du Canadien, peut-être qu'il n'y aura pas 100% des décisions à prendre comme Kyle Dubas à Toronto, par exemple, et que Brendan Shanahan va être très effacé. Peut-être que ce ne sera pas comme ça, mais peut-être que les deux, comme ces deux potes, comme ces deux amis, qui ont probablement la même vision de comment bâtir une équipe, vont travailler ensemble. Et c'est là que Kent Hughes ne devient plus qu'un seul traducteur, mais devient aussi un négociateur, une relation entre certains GM, parce que en tant que directeur général, tu as des bonnes, tu as des moins bonnes. Je pense qu'on va le voir dans l'ombre plus, moi. Peut-être. Il n'y aura pas... Regarde, déjà, on verra pas Ken Hughes arriver avec un suit rose non. et une cravate mauve. Et tu l'as vu à la conférence de presse hier. C'est un gars hyper sérieux. Il était reculé sur sa chaise, n'a esquissé aucun sourire, je pense, de la conférence de presse. Il restait assez vague dans ses réponses. C'est pas comme Montréal l'aime. Comme Montréal aime. C'est le style de Montréal. Mais Marc Bergevin arrivait avec du style, arrivait avec ses célébrations juste à lui. Il y avait une personnalité. Mais Marc Bergevin, dans un vestiaire de hockey, était une personnalité. C'est une personne que tout le monde aimait côtoyer, Marc Bergevin, tout au long de sa carrière. Alors que Jeff Gorton et Kent Hughes, ce sont plus des hommes d'affaires, ce sont plus des dirigeants, ce sont pas des anciens joueurs. C'est une note importante que tu arrives. Kent Hughes, c'est un avocat. C'est un avocat de formation. Oui. C'est un mec éduqué, capable. Et là, moi, jamais je porterai de jugement sur des gens avec ou pas d'éducation parce que des trous de cul avec de l'éducation et des trous de cul sans éducation, j'en connais un hostie de gang, Joe. Mais je dirais ceci, quand tu gères un budget de 100 millions, avoir été à l'école une couple de jours puis d'avoir des cours de finance puis tout ça, pas forcément négatif. Tu sais, Marc Bergevin, il a grandi dans l'Est de Montréal. Il prenait des décisions extrêmement émotives parfois. Un gars qui a une éducation, un gars qui va pouvoir voir le business side of hockey, pas sûr que c'est mauvais. Là, ma comparaison va être légèrement boiteuse et je vais m'expliquer tout de suite. Je ne compare pas les deux. Parce qu'un a prouvé et l'autre a tout approuvé. Mais le meilleur exemple de l'avocat qui est gestionnaire, qui n'a jamais joué NHL, c'est Julien Brisebois. The Breeze. Et Julien Brisebois, c'est un joueur qui prend des décisions financières et non émotives. C'est un gestionnaire que tout le monde encense du côté de la Ligue nationale. Tout le monde le voit comme le meilleur directeur général de la Ligue. Steve Eisenman lui a laissé son poste à Tampa Bay en sachant très bien que cette équipe-là allait se retrouver jusqu'à la Coupe Stanley. Et qu'il n'y avait pas le choix d'aller à Détroit négocier. Oui, c'est le retour de l'enfant prodige à Détroit. Mais dans tout ça, je ne veux pas faire le même parallèle parce que Julien Brisebois a beaucoup plus de responsabilités à Tampa Bay qu'aura Kent Hughes à Montréal. Mais quand même, si on regarde du côté de l'avocat qui devient DG, il y a des exemples que ça marche. Et si on regarde des avocats qui deviennent directeurs, des agents de joueurs qui deviennent directeurs généraux, il y en a que ça a marché, il y en a d'autres que ça n'a pas marché. Donc, Kent Hughes a tout approuvé maintenant. Reste à voir. Je déteste pas cette... Évidemment, je suis déçu. Steve, évidemment... On va y venir parce que je veux parler de Patrick Roy un peu. Le temps file. OK, tu veux. Le choix Il reste 5 minutes. Tu vas me poser des questions sur Patrick Roy. Et ceux qui ne le savent pas, je vais être 100% honnête avec tout le monde. Je parle à Patrick Roy une fois ou 2 ou 3 semaines parce que c'est professionnel. Vas-y, Joe, pose tes questions. Bon, Patrick Roy était le choix populaire. Je ne crois pas que le Canadien avait quelconque intention d'amener Patrick Roy dans ce poste. Je pense que si on l'a rencontré, c'était pour lui faire une fleur parce qu'avec la sortie qu'il a faite et avec la faveur populaire qu'il avait, on ne pouvait pas ne pas le rencontrer.
Mais je pense que Patrick Roy n'a jamais été dans les plans de Jeff Molson parce que Patrick Roy, c'est quelqu'un d'émotif qui va parler émotivement, qui va dire le fond de sa pensée et qui ne restera pas dans l'ombre. Tout ce que Jeff Molson et la culture du Canadien des dernières années n'aiment pas. On va mettre une chose au clair. Patrick Roy n'est pas quelqu'un d'émotif. Et quelqu'un pour qui gagner, c'est numéro 1. Mais Steve, je parle pas nécessairement pour l'émotion. Attends, pour l'émotion, je ne parle pas nécessairement des émotions quand il prend des décisions, mais des émotions quand il se retrouve devant les médias. Oui. Voilà. Il aurait dérapé une couple de fois. C'est sûr. Surtout avec l'équipe qu'il y a en ce moment. J'ai discuté avec Pat à plusieurs reprises dans les derniers mois et dans les dernières semaines. Et ceux qui ne le savent pas, c'est parce que je représente Théo Rochette qui joue pour Patrick Roy à Québec. Et je brise pas ma confidentialité avec Patrick Roy en vous disant ceci. Oui, il a été rencontré par Montréal. Et je vous dirai ceci. Il adore le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal, dans la vie de Patrick Roy, c'est dans son ADN. Et un jour, il retournera au Canadien, que ce soit comme DG ou comme coach. Mais Patrick Roy n'a pas besoin de ça dans la vie. S'il y retourne, ce sera selon ses conditions. Il n'y a pas besoin de l'aide de personne pour arriver à Montréal. Et il a démontré énormément de respect en face de l'organisation parce qu'il aurait pu les détruire dans les 2 derniers mois, je pense. Joe? Les médias montréalais commencent à parler de Patrick Roy comme éventuelle possibilité de le voir en tant qu'entraîneur. Anytime. Je pense que ce serait bon pour le Canadien. Est-ce que Patrick Roy veut être entraîneur sans avoir aucun mot à dire dans les décisions? Là, tu poses 2 questions là-dessus. Moi, je pense que Patrick Roy ferait un très bon entraîneur pour le Canadien de Montréal. Mais s'il n'est pas dans la pièce, engage-le pas. Engage-le pas. Si tu veux pas lui demander son opinion, il ne te sert à rien. Exact. Si tu veux un yes man, Ce sera jamais l'homme pour. Mais de toute façon, tu ne veux pas que Patrick Roy soit un yes man. Le gars mange du hockey depuis des années. et moi, je vais dire ça. Si Hughes, si Gorton se mettent Patrick Roy de leur bord, ils vont avoir leur job 20 ans à Montréal. Parce que Pat va jamais les jeter sous l'autobus. On se le souhaite du moins. J'ai hâte de voir. Parce que pour l'instant, Dominique Ducharme est toujours en selle. On verra. Il sera pas là au mois de septembre. Je pense pas non Ça. plus. Là. Honnêtement, Steve, je te le dis depuis les playoffs la saison dernière que Dominique Ducharme n'a pas sa place comme coach canadien. Malgré tout le respect que je dois à Dominique Ducharme, il fait quelque chose que je réaliserai jamais, être entraîneur-chef du Canadien de Montréal. Mais Tu le paierais-tu pour déblayer ton driveway l'hiver, toi? C'est la farce de la soirée. Merci d'être resté avec nous. Eh non, mais attends, Steve, attends. Dernière question. T'es Kent Hughes, t'es Jeff Gorton, peu importe. Tu commences par où? Parce que de la job, ils vont en avoir. Je mets tous mes scouts dehors et je rebâtis mon système de recrutement. Parce qu'on est sur un programme de 10 ans à Montréal présentement. Pas 5, 10. Je déteste pas ton idée, loin de là. Le seul problème, c'est que quel scout compétent en ce moment, à ce temps-ci de l'année, est disponible dans la Ligue nationale de hockey? On va chercher des nouvelles idées. Ben, Parce pourquoi que pas? les vieilles idées ne marchent pas. Joe. En même temps, s'il y a une ligue qui aime bien recycler des vieilles idées,
C'est justement. Moi, je pense qu'Agnew, c'est un gars malin. On va aller chercher des nouvelles idées, voir où ça va nous mener. Amenons de nouvelles idées. Définissons la personnalité de l'équipe qu'on veut. Pas dans 3 ans, dans 10 ans. Quelle sera la personnalité du Canadien de Montréal dans 10 ans? Des sages paroles, ce Steve. J'espère du moins qu'on va revenir à une équipe offensive et rapide, parce que c'est ce qu'on nous a vendu. C'est ça qui vend, mais ça, c'est un programme de 10 ans, Joe. Oui, parce qu'on va se le dire, parce que le Canadien de Montréal, Suzuki, depuis toujours... il n'est pas rapide, là. Non, mais depuis toujours, le Canadien de Montréal est une équipe rapide, axée sur la vitesse. Et depuis 2-3 ans, c'est peut-être plus vraiment le cas. Donc, reste à voir s'ils réussiront. Je donne le mot de la fin dans le chat à Laurent Antonioli qui dit il faut dire la vérité, c'est pas un vrai GM au vu de l'organigramme du Canadien. Le vrai GM, c'est Jeff Gorton, sauf que pour la communication avec les médias québécois, Gorton avait besoin d'une personne parlant français. C'est pas un mauvais point, mais... Je peux-tu mettre une astérisque? Vas-y. Hughes a dû signer pour 2-3 millions par année. Là. Ça fait cher payer le porte-parole. Ça fait cher payer pour un gars qui parle le français. Rendu là, il aurait dû mettre Chantal Machabé. Elle parle très bien le français, puis elle coûte probablement beaucoup moins cher. Puis ça excite tout le monde. Sur ces sages paroles. Le fantasme adolescent de tous les gars qui ont plus de 29 ans. Chantal Machabé. Même qui ont moins que 29 ans, là, je veux dire. Tous ceux qui ont grandi en regardant RDS. Jean-Philippe qui demande Gorton va-t-il rapatrier Lafrenière? Je pense que ça va coûter cher, les Rangers. Oublie ça. Ne voudront jamais laisser partir un premier choix comme ça si tôt dans sa carrière. Surtout que j'ai entendu beaucoup de commentaires sur Lafrenière. Puis Lafrenière, junior, trichait beaucoup. Là, il apprend à jouer. Il est en train d'apprendre à jouer au hockey puis il ressemble à quelque chose. Là. Donc, ça me surprendrait beaucoup qu'on le laisse partir. Et c'est là-dessus qu'on va mettre fin parce que là, le temps presse. Évidemment, je vous donne rendez-vous à la E-National League qui va suivre sur Twitch. Les Steve athlètes, Huard, les vrais. Steve on Huard. dans 15. Steve Huard, pour ceux qui n'en ont pas eu assez et qui rêvent de l'entendre plus, évidemment, tu es sur McMatch, YouTube, ta chaîne Twitch. On te retrouve 3 fois par semaine. 3 fois par semaine sur McMatch, évidemment. Nous, on va sûrement se revoir prochainement et éventuellement sur Overtime NHL également. Tu seras le bienvenu quand tu voudras revenir. Rendez-vous National League dès demain soir, 19h25 en studio. C'est moi qui animera le studio avec un match derby des Thüringen opposant Berne à Fribourg comme match studio, soirée à 6 matchs. Ne manquez pas ça. Sinon, Overtime NHL sera de retour dans 2 semaines. Steve, si vous faites le mal. Faites-le bien. Merci. Sur ces sages paroles de Steve, je vous remercie évidemment d'avoir participé en grand nombre dans le chat et de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Tout ça sera disponible évidemment sur nos différentes plateformes YouTube, Spotify, Facebook, Apple Podcast et SoundCloud. Sur ce, passez une belle soirée et à bientôt. Bye bye. Merci.